Les hommes naissent libres et égaux en droit. Libres et égaux en droit. C'est la première phrase de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est la première phrase du premier texte qui dit la République que nous voulons construire. Les hommes naissent libres et égaux en droit. C'est l'exact inverse d'une société qui serait fondée sur l'appartenance à une religion, sur la couleur de peau ou sur des distinctions qui n'auraient rien à voir avec cette idée fondamentale et simple que les hommes naissent libres et égaux en droit. La France a depuis bien longtemps et de façon systématique fait le choix de la République. Et en faisant le choix de la République, elle a voulu dire que tous ses enfants étaient libres et égaux en droit. Est-ce que notre pays a toujours été à la hauteur de ces principes, de cette ambition, de cette universalité? Peut-être pas toujours, car ces principes sont exceptionnels d'ambition. Et parfois, dans son histoire, la France a probablement eu des moments où elle n'était pas à la hauteur de ces principes. Est-ce que chacun, collectivement, individuellement, est à la hauteur de ces principes? Peut-être pas toujours. Mais ces principes sont là pour nous guider. Ils sont là pour être notre boussole, pour nous rappeler qu'en France, il n'y a pas des Français issus de telle ou telle origine, mais il y a des enfants de la République, et que la République reconnaît et protège tous ses enfants. Ceux qui sont en première ligne pour protéger les enfants de la République, pour nous protéger tous, ce sont les gardiens de la paix, les forces de l'ordre, la police et la gendarmerie. Leur mission est redoutablement difficile. Leur mission, c'est souvent d'être des femmes et des hommes confrontés à des tensions, à des menaces, à des risques. C'est parfois être l'objet de mise en cause ou d'attaques physiques. Ce matin, je suis en Essonne, dans un département où, à de nombreuses reprises, les forces de l'ordre, les gardiens de la paix, ont été victimes d'attaques physiques terribles. Les gardiens de la paix, les forces de l'ordre, qui assurent notre protection, nous leur devons respect et confiance. L'ensemble des membres du gouvernement, l'immense majorité des Français, a, vis-à-vis de nos forces de l'ordre, de nos gardiens de la paix, respect et confiance. Mais parce que nous devons avoir respect et confiance à des femmes et des hommes qui s'engagent dans des missions redoutablement difficiles et essentielles, nous avons également un devoir d'exigence vis-à-vis d'elles, vis-à-vis d'eux. C'est ce que nous avons voulu rappeler avec le ministre de l'Intérieur et avec le ministre chargé de la Ville ce matin à l'hôtel de police à Évry-Courcouronnes. Nous avons rencontré des femmes, des hommes qui aiment leur métier, qui se sont engagés dans la police nationale pour servir leurs concitoyens, pour les protéger. Et ils nous ont dit leur émotion et parfois leur incompréhension devant un certain nombre de critiques dont ils sont l'objet. J'ai vu un major de police qui doit avoir une bonne vingtaine d'années d'exercice dans son métier, ému aux larmes, d'avoir à justifier son engagement et le fait qu'il croit profondément à ces principes simples que j'ai rappelés au début de mon propos. Les hommes naissent libres et égaux en droit, et la République reconnaît et protège tous ses enfants. Nous leur avons dit que l'émotion mondiale, l'émotion partagée dans tous les pays du monde, à la suite de la diffusion d'images montrant la mort d'un homme dans des conditions inacceptables et, à vrai dire, monstrueuses, que cette émotion résonnait avec des inquiétudes, résonnait avec le sentiment
d'une partie de la population française, que nous n'étions collectivement pas forcément à la hauteur des principes que j'ai rappelés. Et j'ai voulu dire avec le ministre de l'Intérieur notre respect et notre confiance vis-à-vis de la police nationale. La nécessité pour la police nationale d'être irréprochable, bien entendu, exemplaire, bien entendu, mais de montrer à la fois son incroyable diversité, les opportunités exceptionnelles qu'elle représentait pour tous les enfants de la République. Et puis, ensuite, je suis venu ici, dans cette association, Génération 2, où on nous a accueillis, pour nous expliquer comment, ici aussi, on luttait pour mettre en œuvre et donner une réalité à ces principes, les hommes naissent libres et égaux en droit, qui est à la base de notre République. Comment on expliquait les choses, comment on discutait en travail, en partenariat, comment on formait, comment on éclairait, comment on élevait. La vérité, c'est que le racisme est une forme de maladie de l'âme, une forme de faiblesse. On peut toujours pointer la faiblesse des autres, et il faut la dénoncer. Il faut savoir que c'est au moins autant un combat individuel qu'une affaire de combat collectif. Il faut savoir que nous devons tous être à la hauteur des principes de la République, en étant exigeants vis-à-vis de ceux qui sont dépositaires de l'autorité publique, comme en étant exigeants vis-à-vis de soi-même, en étant confiants aussi, en ne rentrant pas dans des amalgames qui n'ont pas lieu d'être, en défendant les principes de notre République, en défendant les institutions de notre République, en disant notre confiance et notre respect aux forces de l'ordre, aux gardiens de la paix, aux associations aussi, à toutes celles et tous ceux qui se battent pour que les beaux principes qui sont les nôtres, les merveilleux principes qui sont les nôtres, deviennent des règles de vie et puissent être mises en œuvre tous les jours, partout en France, dans de bonnes conditions. C'est ce que nous avons voulu dire, ce message de confiance, de respect, d'espoir aussi, dans un moment où l'émotion est très grande, très légitime, très partagée. Voilà ce que nous sommes venus dire. Je vous remercie. Monsieur le Premier ministre, vous le dites souvent, avec la crise qui se profile, la crise économique et sociale, les inégalités vont s'accroître. Concrètement, comment vous pouvez faire pour que avec cette tension qu'il y a actuellement de crispation, finalement, ça ne préfigure pas ce qui va se produire par la suite, à savoir un creusement des inégalités et donc des discriminations? L'objectif, c'est de faire en sorte que nous soyons capables de franchir la crise économique et sociale qui vient, comme nous avons été capables de franchir la crise sanitaire. L'objectif, c'est de faire en sorte que notre pays reparte dans d'excellentes conditions, que nous soyons en mesure de sauvegarder tout ce qui peut l'être. C'est la raison pour laquelle nous avons utilisé l'argent public, et nous allons continuer à utiliser l'argent public pour préserver l'avenir d'un nombre considérable d'entreprises, pour faire en sorte que celles et ceux qui les font vivre, ces entreprises, nos concitoyens, puissent continuer à avoir un avenir professionnel. Donc, ampleur de la réponse économique, bien sûr. Attention très soutenue aux plus fragiles. C'est ce qui explique les décisions que nous avons prises de versement de nouvelles prestations sociales, d'augmentation d'un certain nombre de prestations sociales, pour accompagner les plus fragiles d'entre nous, qui, immanquablement, dans cette période de confinement, et à l'issue de cette période de confinement, ont été les plus touchés, peut-être même les plus frappés, par l'impact de la crise sanitaire. Et puis je crois qu'il faut regarder un peu plus loin et essayer d'accélérer nos investissements, nos orientations, nos transformations, pour faire en sorte que le pays se relève plus fort encore qu'il n'était auparavant. C'est facile à dire, c'est difficile à faire, mais c'est indispensable. C'est notre responsabilité collective. Le président de la République l'a dit clairement, il est déterminé à faire en sorte que de cette crise sanitaire qui a frappé tous les pays du monde, parfois avec des intensités variables, mais qui a frappé tous les pays du monde et qui continue à frapper beaucoup de pays dans le monde, nous puissions non pas profiter, mais nous puissions saisir le moment
pour corriger des choses que nous ne faisions pas assez vite auparavant et pour renforcer des domaines dans lesquels des fragilités ont pu se révéler. Il faut faire comme dans une vie personnelle, comme dans une vie d'association ou dans une vie d'entreprise. Il faut qu'une crise soit l'occasion de sortir plus fort. C'est ce que nous allons essayer de faire avec l'ensemble du gouvernement, avec la majorité, et je le sais avec les Français. Mais précisément sur la lutte contre les discriminations, est-ce que vous avez un plan dans le tuyau, quelque chose est-ce que ça va être un accent qui va être mis dans le cadre de cette crise? Beaucoup fait dans le cadre notamment de la lutte contre les discriminations, de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Il n'y a pas un moment où on peut s'arrêter en la matière. C'est un combat permanent. C'est une explication permanente. Il faut des dispositifs de sanctions, il faut des dispositifs d'éducation, il faut des dispositifs d'explication. Le ministre de l'Intérieur, hier, a très justement indiqué que, au ministère de l'Intérieur, cela passait par une formation continue, permanente, un rappel de choses, une mise au point permanente, parce que c'est un exercice indispensable et permanent. La lutte contre le racisme, contre l'antisémitisme, la lutte contre les inégalités entre les femmes et les hommes, tout ce qui finalement relève de ce principe simple que j'évoquais au début, liberté et égalité en droit de tous les citoyens, tout ce qui relève de la lutte pour atteindre ces principes est indispensable, et tout ce qui relève de cette lutte, nous allons le mettre en œuvre. Monsieur le ministre, vous avez un changement de ton quand même. Je ne sais pas, je ne commande pas mon ton, c'est vous qui le faites en général. Pourquoi est-ce que le président de la République n'est pas devant nous aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'il ne s'exprime pas sur le sujet?